On va démarrer tranquillement. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent pour cette, euh, cet épisode Sévinol du 23 mai. Voilà. Dernier épisode de l'année scolaire. Aujourd'hui, on a le plaisir et la joie d'accueillir Stéphanie Bardol qui va nous parler de la pédagogie institutionnelle. On vous la présentera mieux tout à l'heure. Voilà, ma collègue Catherine vous présentera Stéphanie et vous présentera aussi dans quel cadre ça s'insère par rapport à nos actions. Donc, je m'appelle Aurane Bischoff, je coordonne le dispositif des épisodes Sévenol qui sont des webinaires pour les personnes qui nous rejoindraient pour la première fois. Donc, ces webinaires sont destinés en priorité à la communauté éducative de l'enseignement agricole, mais bien sûr, je sais déjà que dans les participants, c'est offert à toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre et qui s'intéressent aux questions qui sont abordées. Nous explorons des sujets et des pratiques autour des questions éducatives, des questions pédagogiques, mais aussi autour de la biodiversité, de l'agriculture, de l'éducation environnement, qui sont nos thématiques, nous, ici, à l'Institut Agro Campus de Florac. Nous allons avoir un temps de 2 heures d'intervention qui seront quand même partagés par un temps d'intervention directe par notre chère conférencière. Et puis, nous aurons ensuite un temps d'échange euh, avec vos questions et puis peut-être ce que ça peut soulever comme interrogation et comme voilà, remarque de votre part. On tient à ce format qui reste interactif puisque c'est aussi dans l'échange que peuvent naître des questions, des collaborations et des rencontres. Voilà, je vais m'arrêter pour cette phase introductive. Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois que les épisodes sont enregistrés. Donc, ça veut dire qu'ils sont visibles ensuite en replay, mais surtout que si vous êtes particulièrement gêné par cet aspect-là, à ce moment-là, d'enlever votre caméra. Mais on est ravis de vous avoir avec la caméra parce que c'est beaucoup plus vivant pour nous. Donc, si c'est OK pour vous, ça nous va bien de garder vos visages et vos présences. Voilà. Aussi, merci à toutes les personnes, du coup. Bonjour, désolée. Super. Et voilà, il y a des personnes de l'éducation nationale, attention. Voilà, donc du coup, on a aussi, comme vous êtes inscrit, on a une feuille d'émargement. Ça nous permet de vous envoyer, si vous en avez besoin, des attestations de présence, puisque pour nous, ça rentre dans le cadre de la formation continue dans le cadre de l'enseignement agricole. Donc, du coup, vous allez voir, je vais faire un peu le harcèlement par le chat, de vous renvoyer la feuille pour que vous puissiez bien la compléter. Voilà, je me tais, je laisse la parole à ma collègue Catherine qui va vous en dire plus sur notre intervenante et sur le cadre de cette intervention. Merci et bon épisode à tout le monde. Merci beaucoup, Aurane, et puis bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de revoir des visages que j'ai vus la semaine dernière en Bretagne. Donc aujourd'hui, comme le disait Aurane, nous accueillons Stéphanie Bardol autour de la question de la pédagogie institutionnelle et de la manière dont la pédagogie institutionnelle peut nous apporter des pistes de renouvellement des pratiques au regard des difficultés ou en tous les cas au regard de ce que l'inclusion nous amène à penser.
Donc ici, à Florac, on travaille beaucoup sur ces questions-là d'accueil, d'inclusion au sens large, de permettre à chaque élève de trouver à l'école à la fois son bien-être et à la fois des moyens d'apprendre. Et la question, on accompagne donc des équipes d'enseignants et la question de l'inclusion, elle revient beaucoup parce qu'elle est très, très compliquée à gérer. Et donc, à travers ces épisodes Cévenol et d'autres actions, on essaye d'alimenter, cette réflexion, de faire des propositions. Donc la pédagogie institutionnelle, ça nous est apparu comme étant, un élément important. Hem, Ce sont des pratiques qu'on a déjà en partie, en tous les cas, des fois, on utilise des outils de la pédagogie institutionnelle, comme le conseil coopératif, hem, on n'identifie pas toujours comme étant un pilier de la pédagogie institutionnelle. En tous les cas, grâce à Stéphanie, on va peut-être, certainement, Stéphanie va nous repréciser, les fondements, de la pédagogie institutionnelle, sur quoi ça s'appuie dans le courant humaniste de toutes ces pédagogies-là. Et puis également, comment on peut mettre des choses en œuvre, avec des élèves, et pas seulement des élèves, jeunes, avec des élèves de tout âge, voire, vraiment, universitaires. Donc un grand merci à Stéphanie d'être avec nous. Donc Stéphanie est enseignante, dans un dispositif ITEP avec des élèves qui ont des troubles du comportement. Elle est cofondatrice et membre de l'association toulousaine de la pédagogie institutionnelle et elle mène en parallèle un doctorat sur des relations pédagogie institutionnelle et inclusion, comment les enseignants s'approprient de manière subjective les prescriptions de l'inclusion, mais elle va nous en dire beaucoup plus et beaucoup plus clairement. Donc merci Stéphanie et on vous écoute. Donc, bon, ben, merci pour la présentation. Effectivement, je travaille en dispositif ITEP. J'ai travaillé longtemps en maternelle, en élémentaire, depuis les années 2000 et j'ai très rapidement, au bout de 3 ans à peu près de métier, travaillé en pédagogie institutionnelle, intégré des groupes. Et je suis maintenant spécialisée, donc j'accompagne effectivement dans un dispositif ITEP les jeunes qui sont en ambulatoire, donc en inclusion, en collège ou en école, puisque c'est à peu près des jeunes de 6 à 14 ans que nous accompagnons. Ensuite, ils passent sur un TITEP ado. Donc, j'accompagne à la fois les enfants ou les jeunes et les professionnels, les professeurs, les AESH, etc., les équipes de vie scolaire pour essayer de trouver des solutions, des adaptations pour l'accueil de ces jeunes. Et donc, cette question de l'inclusion, évidemment, j'y suis confrontée au quotidien, comme vous, et la question de la pédagogie institutionnelle, je l'ai pratiquée en classe, alors pas avec des ados, puisque a priori, vous êtes plutôt des enseignants de jeunes qui sont beaucoup plus grands, mais la pédagogie institutionnelle est développée de la maternelle à l'université. Il y a même un livre qui vient de sortir, là, que j'ai mis dans la bibliographie très dernièrement, sur justement la pédagogie à l'université. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de question d'âge, donc c'est tout à fait adapté pour des grands. Alors, l'école inclusive, effectivement, j'ai mis une révolution entre parenthèses. En tout cas, ça fait bouger beaucoup de choses. Historiquement, l'enseignement spécialisé s'est construit en parallèle de l'école ordinaire. Donc, les élèves étaient plutôt dans le médico-social. Aujourd'hui, en réalité depuis 2005, mais actuellement, voilà, cette loi est réactualisée avec toutes les recommandations supranationales, hein, ça ne concerne pas que la France. L'école doit accueillir tous les élèves sans distinction. Et on parle de l'inclusion par l'accessibilité. Et il se trouve que la pédagogie institutionnelle s'est intéressée à ces questions de l'accueil, de la singularité de tout enfant, et c'est appliqué à travailler sur aménager le milieu, en fait. Comment aménager le milieu pour qu'il soit accueillant pour tout un chacun. L'inclusion, l'école inclusive est une évidence morale pour les enseignants.
Mais cela nous met, je dis nous, j'en fais partie, les enseignants se retrouvent face à un monde professionnel inédit et il y a des besoins en formation. En tout cas, on a l'impression sur le terrain que les gens disent souvent, ben, on n'a pas les moyens. Ok, c'est très joli, effectivement, on est d'accord avec l'idée, mais en pratique, il ne suffit pas de prescrire pour que l'application soit directe et ça pose des difficultés sur le terrain. On se retrouve en plus avec des injonctions paradoxales. On le voit très récemment là sur, par exemple, toute la polémique autour des groupes de niveau qui doivent être mis en place à la rentrée. D'ailleurs, je viens de voir aujourd'hui même une lettre écrite par des enseignants du LIS et du PE2A, etc., dans l'Aisne, je crois, qui ont fait une lettre très intéressante expliquant leur positionnement, puisque c'est vrai que les élèves en situation de handicap n'ont pas du tout été évoqués par rapport à ce dispositif des groupes de niveau. Et puis, ça va à l'encontre de ces prescriptions de l'école inclusive, refaire des groupes de niveau avec, alors comment on fait avec les jeunes qui ont des besoins éducatifs particuliers, qui sont en très grande difficulté, ça veut dire de nouveau les regrouper, les stigmatiser. Enfin, il y a toute cette problématique, en tout cas, qui revient. Tout ça pour dire que c'est pas évident de se positionner. De nombreuses controverses apparaissent aussi dans les recherches par rapport à ça. Certains auteurs ont mis en avant la médicalisation des difficultés scolaires aussi. C'est vrai qu'on est dans une société où tout est médicalisé, peut-être trop. Enfin voilà, il y a à la fois l'inclusion, mais la normalisation dans l'école qui est dénoncée, où en fait, ce serait à l'enfant de s'adapter souvent, et s'il n'est pas capable de s'adapter un minimum, eh ben, on ne peut pas vraiment l'accueillir. Il y a la question des besoins éducatifs particuliers. Cette question des besoins, elle vient réduire un petit peu l'humanité et donc voilà, qu'en est-il du désir d'apprendre pour tout un chacun, pour tous les enfants? La question de l'orientation et du système scolaire qui est très sélectif, enfin on le sait au fur et à mesure des années, jusqu'à Parcoursup, etc. Je pense que voilà, dans vos filières, vous vous retrouvez sûrement avec pas mal de jeunes qui subissent un peu leur orientation. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'orientation par défaut. Les enseignants, du coup, se retrouvent souvent en difficulté, parfois en souffrance professionnelle. Alors, bon, moi, en plus, j'accompagne au quotidien des jeunes qui ont des troubles du comportement. Donc, c'est vrai que ce sont les plus compliqués à inclure et bon, voilà, ils viennent souvent toucher des choses, remettre en cause le cadre scolaire. Donc, c'est difficile, ça peut amener de la souffrance. Le rapport à l'altérité, le rapport à l'autre, à cet enfant qui est différent, qui vient justement nous percuter le cadre, percuter les règles de l'école, ne pas rentrer dans les apprentissages, etc. Voilà, peut venir réveiller des choses difficiles aussi chez les enseignants, parce qu'on est quand même, on reste des êtres humains, quoi, pas que des professionnels. Il y a leur côté personnel qui peut, voilà. Et donc, la pédagogie institutionnelle, l'intérêt par rapport à ça, elle s'est intéressée effectivement à ce qu'elle a pu appeler l'enfant bolide ou l'élève court-circuit. Autour des monographies, on va y revenir après, des textes écrits en pédagogie, il y a tout un imaginaire autour de l'inclusion réussie, ou pas, mais en tout cas, l'habitude d'une réflexion par rapport à l'accueil des enfants ou des élèves qui peuvent poser des difficultés et ne pas avoir intégré la loi, par exemple, et la réflexion sur ce que ça peut provoquer chez l'enseignant, dans le groupe, comment le travailler, tout ça. Voilà. J'ai mis un lien ici, mais je ne vais pas y aller maintenant, mais c'est parce que vous l'aurez en ressources, un lien vers le dernier numéro des cahiers pédagogiques qui vient de sortir, qui est sur peut-on inclure sans exclure. Il est assez complet, ce dossier, sur justement l'état, un peu un état des lieux de l'inclusion, avec plein de professionnels aussi qui écrivent et plein d'exemples voilà, de réussite, de difficultés, etc. Et bon, j'ai aussi fait un petit article sur l'API dans cette revue. Donc, la pédagogie institutionnelle, pourquoi? Donc, il y a la dimension politique.
puisqu'elle a une visée d'émancipation sociale, et la coopération, voilà, pédagogique et philosophique. En fait, grâce à la pédagogie institutionnelle, enfin, en tout cas, ça permet de sortir de la relation duel qui peut poser difficulté avec certains élèves, en tout cas quand c'est l'enseignant ou l'enseignante qui gère tout dans la classe. Elle permet de changer de posture, ne pas tout porter et tout supporter. Retrouver de la créativité et du plaisir au travail. On rencontre pas mal d'enseignants qui se posent la question de continuer ou pas. C'est une autre conception de l'élève qui est perçue comme un sujet, hein, avec les apports de la psychanalyse, on va le voir, et de l'éducation comme émancipation. Donc, l'API s'est toujours intéressée à l'hétérogénéité, comment accueillir la singularité de chaque enfant tout en préservant le groupe. Donc, c'est la question de la loi, du désir et de la prise en compte de la parole en aménageant le milieu, le temps et l'espace, qui sont très importants dans la pédagogie institutionnelle. Et tout ça dans le but, bien sûr, de continuer à apprendre ensemble. Ce n'est pas, la pédagogie n'est pas en opposition à la didactique et puis aux questions d'apprentissage. C'est parfois un argument qui vient de compte. Donc, d'où ça vient la pédagogie institutionnelle? Alors, je fais une petite partie là théorique, mais après, on rentrera un peu plus dans la pratique. Hein. La pédagogie institutionnelle, donc, d'abord, ça vient de Freinet, parce qu'en fait, c'est Fernand Houry, qui, à la base de l'API, était un enseignant issu de l'ICEM, donc l'Institut voilà, Pédagogie Freinet, c'était le groupe parisien. Et c'est en même temps le frère de Jean Houry, qui est un psychiatre qui a participé à la psychothérapie institutionnelle. En fait, Tosquelles, psychiatre catalan à la base, est arrivé en France contraint de fuir l'Espagne après la victoire de Franco. Et en 1941, il est arrivé à Saint-Alban pour diriger la clinique. Et dans cette période de guerre où en France, il y a eu énormément de morts dans les hôpitaux psychiatriques, morts de famine, cet hôpital s'est ouvert en fait. À la fois a été un lieu de résistance où il y a des gens qui sont venus se réfugier et à la fois ils ont permis aux malades qui étaient internés en psychiatrie de participer à la vie collective, de s'ouvrir sur le village, d'aller travailler au champ, etc. Et en plus de ça, il y avait dans le service des enfants des gens qui travaillaient déjà avec l'imprimerie Freinet, la coopérative d'enfants, etc., le journal. Et ces pratiques se sont mélangées, enfin, voilà. Et la psychothérapie institutionnelle est née là. Fernand était déjà dans le groupe de l'ICEM et voilà, a aussi fait des liens avec la psychothérapie institutionnelle. Et puis, c'est l'arrivée donc de Aida Vasquez, qui était une psychologue, une psychologue du Venezuela qui est venue faire sa thèse dans la classe de Fernand Houry. Et ensemble, ils ont écrit, enfin suite à sa thèse, le livre Vers une pédagogie institutionnelle, qui est le premier livre qui est venu théoriser un petit peu ce qui se passait dans la classe et théoriser la pédagogie institutionnelle. Voilà. Tosquelles notait que si une institution de soins ou d'éducation ne s'organisait pas d'abord pour favoriser les échanges, il n'y avait pas à proprement parler d'institution, mais un pur et simple établissement où chacun se trouvait rangé à la place prescrite. Voilà, donc en résumé, des psychiatres ont emprunté des outils à la pédagogie Freinet, réarticulé du lien social, dont il dégage les capacités propres à supporter l'émergence du sujet, du désir, de la parole, de la capacité à poser des actes,
alors même que ça avait disparu, notamment à l'hôpital psychiatrique. Et ce lien avec la psychothérapie institutionnelle a toujours persisté, puisque la clinique de Saint-Alban, après la clinique de Saint-Alban, Jean Houry a créé la clinique de Laborde à Blois, et c'est le lieu encore chaque année de rencontre de la pédagogie institutionnelle, des groupes qui se réunissent chaque année au mois d'octobre. Voilà. La pédagogie institutionnelle a aussi été développée par Fernand Houry par nécessité. Changer de métier plutôt que changer de métier. En fait, par rapport à Freinet, qui était dans un village à la campagne avec d'autres conditions de travail, Fernand Houry, lui, était en ville, dans ce qu'il a pu appeler après l'école caserne, donc en tout cas dans une école de cité avec une autre population, un autre environnement, et donc une nécessité de mettre davantage de cadres, enfin de trouver d'autres outils pour arriver à travailler et à faire en sorte que la classe reste vivante malgré cet environnement. Faire de la classe un milieu de vie institutionnalisé où la loi naît de la parole des enfants, où la parole naît de la loi, d'une autre loi, d'une loi qui autorise le désir. Par rapport à l'école caserne, donc dans les années 70, en fait, Fernand Houry a écrit ce livre avec Jacques Pepin pour dénoncer donc toutes les dérives de la violence institutionnelle qui pouvaient être dans l'école. Donc c'est en opposition à ça que la pédagogie institutionnelle s'est développée, mais aussi en opposition à l'autre versant qui pouvait se développer dans les années 70, c'est-à-dire l'école un peu libertaire. Donc pour lui, l'un et l'autre sont très délétères pour l'éducation. Dans dans l'édition de 98, Jacques Pepin a repris dans la préface donc les 5 dimensions qui, je trouve, sont intéressantes encore aujourd'hui pour analyser justement l'institution école, enfin de voir là où on en est par rapport à cette violence institutionnelle qui dénonce. La dimension physique et architecturale. Voilà, est-ce que les enfants peuvent circuler ou pas dans l'école? Est-ce que les enfants sont assignés à rester assis en rang par deux? Enfin, comment ça fonctionne au niveau voilà, de la circulation et de l'architecture? En deuxième, la gérance. Comment sont les relations de la direction, mais aussi des professeurs, de personnel, comment sont les relations avec les jeunes, les enfants et aussi avec les familles? Est-ce que ça génère de l'exclusion, de la ségrégation, etc. ou pas? La socialité, est-ce que la parole de l'enfant est prise en compte ou pas? Est-ce qu'il peut participer à la vie collective? La 4e dimension est celle de la relation pédagogique, justement, étant dans une dualité qui peut parfois, cette dualité, générer de la souffrance réciproque ou pas. Et parfois, les violences des jeunes, qu'elles soient verbales, physiques, etc., sont des réactions à des atteintes narcissiques. Et puis, la 5e dimension, l'éthique, en lien avec des grands principes humains qui est le respect. Est-ce que la loi est bien distinguée des règles? Est-ce que l'enseignant s'y soumet aussi? Voilà, ce sont les 5 dimensions qui permettent cette analyse encore intéressante. Donc la pédagogie institutionnelle est basée sur le trépied. Les techniques donc, sont le matérialisme freiné, c'est-à-dire les techniques de coopération et de production. On produit des albums, on produit le journal, on produit des exposés, on produit des œuvres collectives, on a des projets, enfin, tout ce qui est technique et production. Le groupe, la prise en compte des phénomènes de groupe. L'inconscient, donc, puisque les apports aussi de la psychanalyse, on disait l'inconscient est dans la classe, mieux vaut le prendre en compte que le subir. J'ai relevé aussi cette citation de Fernand Houry, chaque élève est hétérogène. Donc, non seulement on prend en compte l'hétérogénéité dans la classe, entre tous les élèves, mais même chaque enfant est hétérogène, c'est-à-dire, on va le voir avec des ceintures de niveau, un enfant peut être, a forcément quelque chose de positif, quelque chose à amener aux autres groupes, à la classe.
et non pas se dire ben, tel enfant est en difficulté et complètement au bas de l'échelle de... Les 4L, loi, lieu et limite, permettent qu'arrive le langage. C'est-à-dire que bon, la loi est fondamentale et on vient aussi marquer des limites, un lieu. Donc, par exemple, l'institution Quoi de Neuf, on va dire, c'est un lieu de langage. Donc, il y a une loi, le respect, bien sûr, de chacun et de la parole de chacun. Il y a des limites, un lieu qui sont déterminées. Donc, ça peut se passer, c'est marqué à l'emploi du temps, c'est en général ritualisé toujours aux mêmes heures, aux mêmes journées. C'est limité dans l'espace, mais dans le temps, avec quelqu'un qui va être gardien du temps, qui va chronométrer, qui va pouvoir dire ça s'arrête à tel moment, avec un ordre du jour qui limite aussi le contenu des prises de parole. Et dans ces conditions qui sont suffisamment sécurisées, le langage peut vraiment advenir. C'est la même chose pour un conseil de classe, par exemple, enfin pour tous les lieux où on souhaite de la participation. Si les conditions ne sont pas réunies, ne sont pas suffisamment sécures, ben les jeunes, mais comme nous, adultes, ne vont pas pouvoir réellement participer, s'exprimer. Des repères. Donc, c'est une pédagogie qui vient effectivement apporter des repères aux jeunes. Et puis, en même temps, c'est des repères pour nous. Donc, la loi est souvent affichée en classe et formulée de cette façon. Souvent, elle peut être formulée autrement. Ici, c'est une classe, on est là pour travailler, apprendre, on peut se tromper. Chacun a le droit d'être tranquille dans son cœur, dans son corps et ses affaires. Le ou la professeure est là pour aider tout le monde. Donc, en fait, ça reprend ici l'interdit de violence physique, verbale, matérielle, et l'interdit de s'accaparer l'adulte. L'espace et le temps sont aussi bien repérés. L'emploi du temps est affiché et tenu. Il peut y avoir un responsable du temps, il peut y avoir un président de journée. En tout cas, bon, on a l'habitude des classes où ah ben non, désolé, on n'a pas le temps d'aller en sport parce que on n'a pas fini ça. Ah ben non, on avait dit qu'on ferait ça, mais là on n'a pas le temps. Enfin voilà, on ne sait pas. Et parfois, où des emplois du temps ne sont même pas affichés. Donc, dans le secondaire, c'est peut-être moins le cas puisque les jeunes changent de cours, enfin un emploi du temps est forcément plus tenu. Mais dans le primaire, ça arrive souvent que ce soit un peu à l'aveugle pour les enfants. La zone personnelle de sécurité au niveau de l'espace, donc c'est important que chaque enfant ait un lieu repéré, par exemple ça peut être un casier, ça peut être un bureau, un endroit où il peut être tranquille, avoir ses affaires et ne pas être gêné dans cette place. Une zone de fonction, secteur de responsabilité. Donc ça, c'est en rapport avec les métiers de la pédagogie institutionnelle. Par exemple, l'enfant qui est responsable du coin bibliothèque, ben, dans cette zone-là, il va être là en tant que responsable de la bibliothèque et avoir une certaine responsabilité. Il y a l'espace collectif, la liberté de circulation qui est réglée aussi. C'est pas tout le monde circule dans la classe et on fait n'importe quoi quand on veut. C'est réglé et régulé. Le coin refuge de retrait, de repos, on lit souvent coin petit, voilà, ça a des noms différents selon la littérature en pédagogie institutionnelle, qui permet à l'enfant de s'extraire, dire, du groupe quand ça ne va pas ou quand il n'arrive plus à avoir un comportement adapté ou qui n'arrive plus à travailler. Et ce coin lui permet de se reposer, on va dire, de se mettre en retrait, mais aussi pour mieux revenir. Hein, il ne s'agit pas simplement d'une exclusion et c'est pas forcément à la demande de l'enseignant. Ça peut être l'enfant qui se met en retrait plutôt que d'exploser dans la classe, avec cette capacité de mieux revenir et d'avoir ce désir de revenir aussi dans la classe. Les productions qui sont importantes et qui viennent aussi faire fonctionner la classe, sinon la classe tournerait à vide et ça n'a pas lieu d'être, enfin, on ne fait pas de conseils si on n'a rien à organiser et à travailler.
Donc, les productions en pays, c'est les textes libres, le journal, les enquêtes, les exposés, la correspondance scolaire, les albums, etc. Et puis après, tous les projets qui peuvent arriver dans une classe. Les affichages, donc la loi et les règles sont affichées, les métiers sont affichés, les ceintures de comportement, les ceintures de travail, les inscriptions diverses. Alors, selon les classes, on peut s'inscrire sur un cahier ou on peut s'inscrire sur des affiches qui sont affichées pour les présentations, pour le quoi de neuf, pour le choix de texte, pour les ateliers, pour du tutorat, enfin voilà, le cahier du conseil, etc. Hop. L'atomium, donc ça c'est une image qui a été proposée par Aida Vasquez et Fernand Horry au moment de l'Expo universelle de Bruxelles à l'époque. Donc on voit que le conseil est au centre, le conseil de classe, il y a les lieux de parole, texte libre, quoi de neuf, journal scolaire, lire, écrire, les relations, statut, rôle, les fonctions et les parents qui sont là aussi, enquête, institution, ceinture, monnaie, et dans cette image-là, en fait, ce qui est important, c'est, il voulait montrer que les relations entre chaque lieu, chaque institution sont aussi importantes que les institutions elles-mêmes. En tout cas, c'est cette image où il ne suffit pas de faire un conseil pour faire de la pédagogie institutionnelle ou un quoi de neuf, mais c'est bien le fait de permettre à l'enfant toutes ces multiples inscriptions, multiples institutions qui sont en lien et qui vont donner du sens. Et puis, en pédagogie institutionnelle, il y a le groupe pays. Donc, le groupe pays, c'est le groupe des enseignants. Ne pas rester seul, c'était l'adage de Freinet au départ. Effectivement, en pays, on ne travaille pas, enfin, en tout cas, normalement, on ne travaille pas seul, puisque les choses sont reprises ensuite en groupe. Donc, en groupe, c'est-à-dire un groupe d'enseignants. Il y a des groupes de pays dans plusieurs départements en France. Et donc, on se réunit de manière régulière et on travaille dans ces groupes en pédagogie institutionnelle aussi. C'est-à-dire qu'aussi, on a un conseil, aussi, on a un quoi de neuf, aussi, on a des métiers, etc. On vit, on fait des choix de texte, on écrit. Donc, on vit aussi les institutions de la même manière qu'on les fait vivre à nos élèves et où on peut se rendre compte aussi de ce que ça fait, de la frustration parfois que ça peut amener, enfin tout ça. Et ces groupes-là sont des espaces partagés dans lesquels on peut parler de nos difficultés en classe, où on peut échanger des pratiques, analyser ce qui se passe, voilà. Les deux modalités les plus communes sont le quoi de neuf, donc qui sont des échanges à l'oral sur ce qui se passe dans notre classe ou là où on en est, et les monographies, qui sont l'écrit de travail très spécifique à la pédagogie institutionnelle, où on va écrire un texte sur l'évolution d'un élève en ayant pris des notes au fur et à mesure. Donc un élève qu'on a eu peut-être il y a 2 ans et 3 ans, ou monographie d'institution, de comment une institution a évolué dans la classe, par exemple. Pour Geffard, c'est une co-construction de sens dans un travail psychique partagé. En tout cas, c'est vrai que ça permet de faire du va-et-vient entre la théorie, la pratique, de retravailler sa posture, de prendre du recul sur sa classe, d'essayer de comprendre un peu ce qui se joue et de se sentir ensuite plus à l'aise et pas trop pris dans des choses qui nous mettent en mal. Alors, je vais vous proposer de regarder ce petit film. Oran peut-être va pouvoir partager le lien, donc qui est un film proposé par Philippe Mérieux dans sa série L'éducation en question, où il présente Fernand Horry. Y a-t-il une autre loi possible dans la classe? Voilà, maintenant que je vous ai présenté globalement, vous allez voir dans le film, c'est mieux présenté aussi.
Ces gosses qu'on pourrait appeler des enfants bolides qui partent au quart de tour et dont les enseignants disent parfois qu'ils ne peuvent rien en faire, sont là dans une salle de judo à se soumettre à des règles qui sont pourtant très strictes, même des règles qui se perdent dans la nuit des temps. Ces gamins-là, quand ils se retrouvent à l'école, ils ne comprennent plus la nécessité de se soumettre à des règles. Et pourtant là, leur avenir est en jeu, leur avenir scolaire, leur avenir social. Alors comment faire pour qu'ils acceptent un minimum de règles dans l'apprentissage, dans la vie collective, et qu'à partir de là, ils puissent apprendre et sortir de l'exclusion à laquelle, sinon, ils seraient condamnés. Alors un instituteur, Fernand Houry, demeurait instituteur demeuré, comme il le disait lui-même, toute sa vie, un homme qui a toujours refusé tous les honneurs, tous les grades universitaires, s'est interrogé toute sa vie sur cette question. Comment aider des jeunes à construire une loi qui leur permette d'apprendre et de grandir. Fernand Houry est né en 1920 à la Garenne-Colombes, dans la banlieue. Il a été élève dans une école, il est devenu ensuite enseignant dans cette même école. Il a un peu galéré au début face à des enfants qu'il ne savait pas très bien comment prendre. Et puis un jour, cet homme-là, cet homme des villes, cet homme des banlieues, va rencontrer un grand instituteur des champs, Célestin Freinet. J'ai connu Freinet en 1949. C'est un nom, mais c'est aussi un homme. Il a réussi à faire et à faire fonctionner un journal, des correspondances, des enquêtes dans le village et bien sûr l'organisation coopérative. Freinet prétend, et je suis entièrement de son avis, qu'à partir de ces techniques fondamentales, on apprend à lire, écrire, compter. Pas aussi bien qu'ailleurs, mieux. Si vous prenez des enfants différents et que vous leur distribuez à tous le même potage, ça va pas aller. Alors tout le monde rigole chaque fois qu'on parle de pédagogie, mais si par des techniques pédagogiques on arrive à pouvoir travailler au niveau et au rythme de chacun, ben, il y a des tas de questions qui se trouveraient résolues. J'allais régulièrement chaque semaine, dans le Loir-et-Cher déjà, dans un IMP à Herbeau. Et j'avais profité des vacances pour que Fernand vienne 2-3 mois. Là. Il y avait des gosses qui pouvaient vraiment... il fallait qu'ils soient surveillés ou accompagnés. Et puis d'autres qui pouvaient sortir de l'IMP, aller chez l'épicier ou se balader, etc. D'où la gradation. Et c'est là qu'il a sorti les ceintures parce qu'il était très fier de faire du judo, quoi, certainement. Hein. Dans ma classe de perfectionnement, j'avais des enfants de niveaux très différents. Je cherchais comment les faire travailler ensemble pour éviter l'émiettement du travail individualisé. Et il s'est trouvé que je suis judoka et que j'ai remarqué que sur un tatami, travaillent ensemble des gens très différents. Il ne s'agit pas de faire n'importe quelle prise à n'importe qui. On risquerait de la casse. J'ai transposé ça à l'école, notamment dans les ceintures de comportement. C'est pas une hiérarchie, disons, de mérite, mais de capacité. Et en même temps, c'est admis. C'est ça l'intérêt des ceintures. Comme dans le judo, il y a un respect, même si c'est une ceinture, je sais pas quoi, orange, la ceinture noire va la respecter. Elle va pas lui dire, oh, toi, mon pauvre mec, etc. Alors, ça me semble assez une très bonne idée, en fin de compte. Mais qui apparaissait un peu voyante, au début, si on peut dire. Marie, elle est bleu clair en lecture, vert clair en écriture. En français, elle est orange foncé. Alors moi, je suis orange foncé en lecture, orange foncé en écriture, français orange clair, vert foncé en numération. À l'école, trop souvent, le maître, qui est ceinture noire partout, il fait trébucher ceux qui n'y connaissent rien, les petits ceintures jaunes, en leur proposant des exercices difficiles, souvent trop difficiles pour eux, auxquels ils ont des mauvaises notes. C'est pas, dit Fernand Houry, la bonne solution. La bonne solution, c'est de respecter le niveau de chacun, de permettre à chacun de savoir où il en est et de se donner des défis, de passer à l'étage au-dessus, au niveau au-dessus, quand il se sent prêt, quand il a le sentiment qu'il peut faire des exercices un peu plus compliqués. Tel élève aura une ceinture verte en comportement, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de respecter le tour de parole, est-ce qu'il a un comportement qui lui permet de consulter de la documentation tout seul. Il pourra avoir une ceinture jaune
grammaire ou en orthographe parce qu'il est très faible dans ces disciplines-là. Angélique, vert foncé. Grâce à cette cartographie aussi, le maître n'est plus le seul à disposer de tout le savoir. Il n'est plus le seul vers qui on va se tourner chaque fois qu'on a un problème. Et puis, nous avons là une conception radicalement différente de l'évaluation. L'élève ne passe pas une évaluation pour se faire noter simplement, mais parce que c'est un véritable défi. Il la prépare et c'est quand il s'y sent prêt réellement qu'il accède au niveau supérieur. Les ceintures, c'est un peu pour se donner un niveau dans l'école, mais sans dire il y a un meilleur ou il y a un dernier, tout ça. Il n'y a pas que les notes et tout ça, il n'y a pas que les choses comme ça dans la vie. Il y a aussi... Enfin, on peut faire des choses autrement que... Parce que moi, franchement, quand j'étais à l'école traditionnelle, les punitions, les lignes, les au coin, ça changeait rien pour moi. Ça changeait rien. Alors que ce système-là, ça fait réfléchir beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer. Ceinture marron, c'est un peu la vie qui commence, quoi. Parce que on arrive dans l'école et après, quand on arrive à marron, c'est que notre parcours dans l'école est bientôt terminé et là, on se lance dans la vie courante. Une seconde quelquefois, mais la troisième et la seconde. On voit dans les monographies de Fernand des gosses qui arrivent dans cette classe, mais complètement démantelés. Et il faut des mois pour qu'ils puissent prendre, pour que ça prenne, comme on dit. Et c'est là qu'il y a l'originalité peut-être de Fernand, qui, sur le plan de la réflexion théorique, à mon avis, dépasse Freinet, quoi. Dans le sens que il va poser le problème par nécessité, du fait que c'est l'école caserne, c'est-à-dire en ville, qui n'a pas les petits oiseaux, les petites fleurs et compagnie, hein, et qui, par nécessité, il faut qu'il structure davantage la classe pour qu'elle reste vivante malgré, disons, l'entourage, quoi. Les loupards que Houry a en face de lui, eh bien, ce sont des loupards qui sont pas toujours faciles et qui comprennent pas toujours les principes élémentaires de la scolarité. Alors, par rapport à ces loupards, il faut ce qu'Houry appelle des institutions. Une institution, c'est pas compliqué, c'est très simple. Houry prend le premier exemple venu. Nous avons 6 gamins, un seul savon autour du lavabo. Il faut une institution pour qu'il n'y ait pas la bagarre. Et l'institution, ça ne peut pas être le maître, l'institution. Parce que si c'est le maître qui est l'institution, quand le maître s'en va et qu'il n'y a toujours qu'un seul savon et 6 gamins autour du lavabo, il y a à nouveau la bagarre. Donc l'institution, elle est dans la tête des gamins. L'institution, c'est quelque chose qui se construit progressivement et par quoi les gamins intègrent la loi qui va leur permettre de vivre. L'institution, c'est ce qui permet de sortir du chaos, de la passion, des gens qui sont simplement dans le rapport de force. C'est ce que Fernand Houry va appeler la médiation, et une des institutions privilégiées, celle sur laquelle il va particulièrement travailler, c'est le conseil. Majorité absolue, au prochain conseil, Annick sera présent parmi nous. Deuxième ordre du jour, c'est le problème de Derga. Je donne la parole à Derga. Voilà, je voulais vous dire que les 2 leçons qu'on a fait avec Madame Samba, je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider et puis voilà, c'est tout. Je donne la parole à Nati. Moi, j'aimerais dire qu'elle arrête de s'exciter quand Madame Samba explique le cours et elle comprendra un peu. Voilà. Derga demande la parole. Aucune décision n'est valable si elle n'est pas ratifiée par le Conseil. Ça remplace, disons, la fantaisie du maître. Le Conseil comprend les enfants et le maître. Il n'est pas du tout question de laisser les enfants décider de tout. Sans ça, ce ne serait pas des enfants. Ils avaient décidé, par exemple, d'un gosse fort ennuyeux et très encombrant, ils avaient décidé de lui mettre une pierre au cou et d'aller le jeter dans la Seine. Ce qui était une solution très raisonnable, à mon avis. J'ai presque voté pour, mais presque. J'ai arrêté. Je crois que là, j'ai envie de poser la question directement à Lucie. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous allez plutôt être un peu du côté de l'agressivité? Quand vous aurez des envies, des pulsions d'agressivité, et vous les aurez, ben vous vous direz non. C'est donc à moi de faire ce qu'il faut pour. Merci. Lucie demande la parole.
Non, moi je pense pas, hein, parce que qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, j'ai oublié. Alors, dans une classe, il y a de l'inconscient. Hein? L'inconscient, il n'est pas dans le bureau de l'analyste. Hein? Et c'est pas artificiel. Par exemple, qu'en est-il du transfert dans une classe? Quelle modalité de transfert? Et on voit bien, c'est pas du baratin. Hein? Il s'en passe des trucs là-dedans. Hein? Fernand Houry pense que nous devons prendre au sérieux ce que nous dit la psychanalyse sur la place de chacun. Sans une place, c'est le chaos. Alors la classe est un lieu où les ceintures de judo, où le conseil, où les rôles vont permettre à chacun de trouver une place. Maintenant, t'as quelque chose qui te fait aimer l'école. Alors qu'avant, je veux dire, tu faisais que subir, quoi. C'est clair. J'espère ne pas retomber dans des méthodes d'esclaves à l'école parce que sinon je vais arrêter, quoi. Pendant ces 2 ans, on s'est habitué à avoir libre parole. On a appris à s'écouter les uns les autres, etc. On a géré notre agressivité, on a tous avancé. Saïd demande la parole. Non, c'est vrai que petit à petit, en fait, je regardais les autres et ça me reflétait, en fait. Je voyais que eux, ils avançaient, mais moi, je reculais, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et grâce à ça, j'ai réussi à moi-même avancer. Et j'en suis fier, personnellement. Parce que si je serais resté comme avant, je crois que je serais encore dans un hall en bas du quartier en train de galérer avec les autres et rien que d'y penser, c'est pas bon. Madame Costa demande la parole. Parler de quelqu'un, mais pendant 6 mois, 1 an, et on s'aperçoit qu'en parlant de quelqu'un très très en détail, on parle de tout le monde, hein, parce que tout apparaît là, tout apparaît. La chose la plus importante de tout le mouvement de Fernand, c'est peut-être les monographies. Fernand Houry nous raconte à travers des monographies qui sont son mode particulier d'expression pédagogique. Fernand Houry n'est pas quelqu'un qui fait des traités, il raconte des histoires. Et parmi les histoires, l'une d'entre elles m'a particulièrement ému, celle d'un enfant appelé Miloud, un enfant complètement déstructuré qui arrive en classe sans avoir aucune idée de qui il est et de ce qu'il est, il n'a pas de place. Et puis petit à petit, il va trouver à s'exprimer à travers une petite phrase dans le journal scolaire, à travers une correspondance, à travers un rôle. Il va passer une ceinture de comportement qui lui permettra d'animer même une réunion. Et à la fin de l'année, il réussira à écrire une lettre à sa maîtresse dans laquelle il dira « L'année dernière, j'étais mort. Aujourd'hui, je suis vivant. » Signé Miloud. Ça va, Stéphanie? Je vous Oui. redonne la parole. Voilà, je repartage. Hop, merci. Voilà, donc on voit apparaître dans ce film un petit peu l'histoire et puis certaines institutions. Donc, comme vous l'avez vu, le Conseil. Le Conseil est une institution centrale dans la pédagogie institutionnelle, dans la classe coupée. Houry et Vasquez écrivent qu'il s'agit de l'œil, du cerveau, du rein et du cœur du groupe. Pourquoi? Parce que effectivement, le Conseil nous donne à voir ce qui se passe, notamment dans les effets de groupe, ce qui peut paraître parfois inaperçu aux yeux de l'enseignant et provoquer des difficultés aussi dans le groupe, mais qui ne sont pas dites. Cerveau du groupe parce que le conseil permet de prendre des décisions et aussi de garder en mémoire ce qui est analysé, ce qui est élaboré par le groupe, ce qui est décidé, ce qui est critiqué, etc. Il y a un cahier de conseil avec un compte-rendu tenu par un secrétaire désigné. Le rein du groupe parce que ça va épurer, ça permet de régler les conflits et de drainer les différentes énergies du groupe. Et le cœur du groupe, puisque le groupe fait loi, le conseil donc permet le langage, la création dynamique de la classe. Donc chaque groupe, chaque classe avec le conseil va pouvoir désinstitutionnaliser, réinstitutionnaliser, prendre des décisions, en fait, créer de nouvelles choses. Voilà. En fait, la pédagogie institutionnelle est
processus de création par le groupe tout le temps. Donc, il y a certaines bases, mais ensuite, chaque groupe va inventer ce dont il a besoin en fonction du fonctionnement de la classe. On entend parfois des enfants qui peuvent dire « je le dirai au conseil ». Il y a un livre d'ailleurs sur le conseil, c'est qui le conseil. Voilà. Mais en fait, le conseil permet de différer. Parfois, quand dans la classe, il y a des petits conflits, des difficultés, que ce soit l'enseignant ou les élèves entre eux, on peut différer en disant « tu en parleras au conseil, je t'invite à t'inscrire pour en parler au conseil » ou « j'en parlerai au conseil », etc. Et parfois, d'ailleurs, au moment du conseil, ben, le petit souci en question a déjà été réglé ou est passé. Voilà, en tout cas, la tension est redescendue et on vient en discuter avec des mots adaptés. Le conseil fait tiers aussi, fait tiers entre l'enseignant et un élève, entre les élèves entre eux, entre le groupe et l'enseignant, etc. Il permet de parler de sanctions et de réparation, d'exclusion et de réintégration. C'est le groupe qui va aussi parler de ça et avoir un regard global sur ce qui s'est passé sur l'enfant et comment, quand une sanction est prise, si vraiment il est décidé d'exclure un enfant ou de lui suspendre, par exemple, sa ceinture de comportement parce qu'il n'est plus en capacité de la tenir, de répondre aux exigences et qu'il a besoin de s'extraire du groupe, le retour est toujours quand même prévu et favorisé pour cet élève. Donc, le conseil est organisé en général minimum une fois par semaine pour le groupe. Parfois, c'est 2 fois par semaine, mais bon, souvent, c'est 1 fois. Et toujours pareil, délimité dans le temps, dans l'espace. Je vous ai mis à la fin une fiche guide pour les présidences du conseil avec des rôles aussi. Donc, il y a un président, une présidente, un donneur de parole. On voit à la fin du film dans le lycée pro qu'il y a une présidente qui dit l'ordre du jour et c'est une autre personne qui distribue la parole, par exemple. Donc ça, ce sont des responsabilités aussi qui sont prises dans les institutions par les différents élèves. Je vais vous lire maintenant une monographie parce que c'est vrai que présenter l'API comme ça, en général, comme je disais, ça se travaille en stage ou en groupe pays et on vit les institutions. Les monographies donnent à voir, en tout cas, ce qui se passe dans la classe. Donc, je pensais que j'ai essayé de trouver 2 monographies qui parlent d'élèves qui sont grands, en tout cas, qui ne sont pas petits. Donc là, il s'agit d'un extrait monographique, Quoi de neuf comme les autres, extrait du livre, donc vous avez la référence là, Vivre ensemble, un enjeu pour l'école, écrit par Francis Imbert et le GRPI. Alain Huette était enseignant dans un dispositif de rescolarisation en Seine-Saint-Denis. Ce dispositif était piloté à la fois par l'Éducation nationale et la PJJ, donc Protection judiciaire de la jeunesse, avec pour mission d'accueillir des jeunes de moins de 16 ans déscolarisés. Il dit « Tous ceux qui ne veulent plus entendre parler de l'école ou dont l'école ne veut plus entendre parler, tous ceux qui ne supportent plus l'école, ne supportent plus dans l'école, ne se supportent plus dans l'école et qui deviennent donc insupportables. » Donc, cet enseignant spécialisé travaillait avec une éducatrice de la PJJ et recevait une vingtaine d'adolescents pour tenter de renouer avec eux les chances d'une rescolarisation. La majorité de ces jeunes avaient pu commettre des actes de violence dans leur collège, étaient parfois quelques-uns sous le coup de mesures pénales. Certains vont mal dans leur vie familiale, dans leur tête, ils vivent leur échec scolaire comme une sanction supplémentaire et la moindre injustice prend des proportions immenses. Donc, dans cette classe, il y a un quoi de neuf et des conseils. Nous avons là un texte qui est donc une petite monographie. Donc, c'est l'enseignant, Alain Huette, qui a écrit cet extrait, qu'il a pu écrire pour apporter au groupe et qui ensuite a été lu et travaillé en groupe. Ça se passe comme ça dans les pays.
Chacun amène un texte, on vote, on fait un choix de texte comme une classe pour les textes élus, et on va travailler sur ce texte en essayant de faire des échos pour travailler le lien théorie pratique, voir à quoi ça nous fait penser, qu'est-ce qui a pu se passer là, ce qui permet de travailler les postures professionnelles de chacun et les institutions, etc. Donc là, je vais vous lire d'abord la petite monographie qu'il a pu écrire sûrement de mémoire, parce qu'il n'a pas enregistré ce que les enfants ont dit, mais il a peut-être pris des notes tout de suite après. Donc voilà ce quoi de neuf, un matin. John a 14 ans et demi. Il ne supporte plus l'école. Ce matin, il s'est inscrit au quoi de neuf. Il dit d'un air très sûr de lui. Hier, avec mes copains, on a keblo un mec. Alain, le professeur. Keblo un mec, qu'est-ce que tu veux dire? John, j'étais avec une vingtaine de copains. Un mec s'est arrêté en voiture, il a flambé. Alain, qu'est-ce que ça veut dire? John, il a frimé, il avait une belle voiture, il était jeune et il s'est moqué de nous. Hamza, alors vous avez fait quoi? John, on est tous arrivés et on lui a mis la pression. Il a accéléré et il est parti. Après, il est revenu avec 4 autres personnes dans la voiture. Et là, je me suis avancée et j'ai lancé un pavé dans le pare-brise. Hamza, tu l'as fait parce que vous étiez nombreux. John, avec un sourire de connivence. Ben ouais, et toi, ça t'est jamais arrivé? Hamza, tu l'as fait pour frimer devant les copains, pour prouver que tu pouvais faire plus que les autres. John, pourquoi tu dis ça? Hamza, parce qu'on l'a tous fait. Brahim, pas moi. Hamza, ben alors pourquoi tu es ici? Brahim, parce que j'ai des problèmes. Hamza, dis-le que tu as failli être viré de ta classe. Toi aussi, tu as voulu montrer que tu pouvais faire mieux que les autres et faire ce qu'ils te demandaient. Alain, le professeur, non. Alors, vous ne pouvez montrer ce que vous êtes que par ces gestes? John à Alain. Et toi, si on te demandait si tu es cap ou pas cap, qu'est-ce que tu ferais? Hamza, devançant la réponse d'Alain. De toute façon, dans ces coups-là, on ne montre jamais ce que l'on est. Le quoi de neuf se termine. Chacun lit sa fiche contrat. Ce jour-là, John travaille de façon concentrée, comme jamais il ne l'avait été auparavant. Il réussit des exercices de mathématiques et sera surpris de s'apercevoir qu'il travaille sur un livre de 4e, alors que depuis 6 mois, il ne fréquentait plus le collège. Il prendra même le temps d'apporter de l'aide à Hamza, Samira et Brahim. À la fin de la matinée, au moment du temps du rendez-vous, je lui demande où il en est dans son projet de pré-apprentissage pour lequel il doit m'apporter des documents d'inscription. Cela fait 1 mois qu'il les oublie. Pour la première fois, il sort son agenda et écrit pour ne pas oublier. Voilà, allez, muette. Donc, dans cette monographie, on voit donc ensuite le groupe retravaille sur cette monographie et essaye d'en tirer les fils pour comprendre un petit peu ce qui se joue. Là, dans cette monographie, on voit que c'est un élève bolide qui est un peu aspiré, qui finit par se perdre dans cette place intenable. Et ici, il vient s'exposer aux effets de la parole, au risque de subir le tranchant de la parole des autres. Donc, Alain, le professeur, il intervient très peu, on voit, dans ce quoi de neuf. On peut se poser la question par rapport au quoi de neuf qu'on a dans les classes. Ben là, il est en train de parler de quelque chose d'interdit, parce qu'il y a ça aussi. Les jeunes, quand on laisse la parole libre, ben parfois ils peuvent raconter des choses de leur vie, mais qui sont pas celles qu'on a envie d'entendre en classe. Et parfois, on ne sait pas trop quoi faire avec cette parole, avec le contenu. Donc là, par exemple, il parle de quelque chose d'interdit. De ce qu'il a fait. Et donc déjà, le professeur, les 2 premières fois qu'il intervient, au tout début, c'est pour intervenir sur la langue. Ici, à l'école, on ne parle pas verlan, donc en gros, il lui dit ici, tu n'es pas avec ta bande, tu es en classe, donc tu t'adresses à nous correctement. Il lui demande de reformuler, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, en fait, dans ce quoi de neuf, il y a Hamza, l'autre élève, qui finalement fait elle-même ce travail d'interprétation, de partage, de démêlement, et qui vient un peu lui signifier, mais en fait, tu es sous l'emprise des autres.
tu fais ton caïd, mais t'es comme tous, réveille-toi, on est passé par là. Et elle dénonce cette incapacité à dire non qu'il a pu avoir. Et il semble l'entendre. Il semble l'entendre puisque s'il s'est perdu dans le cercle vicieux un peu de la violence, dans les rivalités imaginaires, etc., là, il semble réagir. L'enseignant, la deuxième fois qu'il intervient, enfin la troisième fois, en deuxième partie, là, il dit, vous ne pouvez montrer ce que vous êtes que par ces gestes. Et en fait, après, Hamza enchaîne et lui évite de répondre à « et toi, si t'es cap ou pas cap, qu'est-ce que tu fais ?» Dans ces coups-là, on ne montre jamais ce que l'on est. Être ou ne pas être, se perdre dans des images ou exister, advenir à sa place de sujet. L'enseignant, finalement, en n'ajoutant rien, trouve qu'il est à la bonne place. Que pouvait-il faire de mieux que de témoigner par son silence de l'importance de cette intervention-interprétation de Hamza? Et ce jour-là, pour la première fois, John entre dans le travail. Il engage son inscription effective dans un projet. Et dans le même temps, il entreprend d'aider les autres. Donc, on voit là que cette rencontre est venue faire coupure, en fait, est venue faire événement pour le faire entrer dans le lien avec les autres et sortir de cet enjeu imaginaire et de cette place dans laquelle il était bloqué. Alors, après, on ne sait pas la suite de l'histoire, ce sont des petites vignettes avec des interprétations. Et voilà le travail qui peut être fait. Pardon. Les métiers sont une autre institution très connue en pédagogie institutionnelle et qu'on a vu apparaître dans beaucoup de classes, mais pas forcément sous la même forme, mais en tout cas les responsabilités, oui. Alors, les métiers, c'est quoi? C'est partager avec les jeunes des responsabilités, les faire participer, c'est aussi leur donner un pouvoir, du coup. Il y a des métiers d'organisation pratique, toutes simples, qu'on voit dans toutes les classes, comme distribuer les cahiers, s'occuper de la lumière, du courrier, etc. Des métiers plus singuliers qui peuvent être inventés, proposés par des élèves, des métiers liés aux institutions, comme on a vu là au cours du conseil, distribuer la parole, gérer le temps, etc. L'école est obligatoire. La présence physique des enfants n'a pas de signification particulière. Combien sont vraiment là avec leurs désirs? Or, rien ne se fait sans désir. Ils n'entreront en classe que lorsqu'ils sauront sur quel pied danser, quand ils sauront ce que les autres attendent d'eux, c'est leur rôle, ce qu'ils sont en droit d'attendre des autres, statut. Quand ils auront une fonction définie, une responsabilité, peut-être se sentiront-ils membres d'un groupe. Alors et alors seulement, on pourra parler de groupe coopératif, donc d'un petit métier à trouver. Le métier est en lien avec le conseil, ça permet aussi d'avoir des choses à régler en conseil, en lien avec les ceintures, puisque en fonction de son niveau de ceinture, certains métiers ne vont pas être accessibles. Il y a du lien entre la capacité de la capacité de chacun et puis de ce qui est exigé par le métier. Par exemple, un métier qui demande de circuler librement dans l'établissement pour aller s'adresser à d'autres personnes, etc., il faut être en capacité effectivement de le faire sans en profiter pour aller faire des bêtises. Enfin, par exemple, voilà, il faut qu'on puisse faire confiance à l'enfant qui va faire ce métier-là. Donc, c'est lié au niveau de ceinture et le métier donc donne un pouvoir et une responsabilité. L'enfant va pouvoir au conseil à la fois parler en tant que responsable, j'exige que telle ou telle personne fasse des efforts là-dessus, en tant que responsable je viens critiquer tel enfant ou tel groupe ou l'enseignant par rapport à ça, mais aussi je dois rendre des comptes au conseil en tant que responsable est-ce que j'ai bien réalisé mon métier ou pas, ma responsabilité, etc.
J'ai mis ici des exemples, petits métiers avec tous les rangements, les petits boulots des grands, comme nettoyer le tableau, changer l'eau des fleurs, étiqueter des objets. Pour étiqueter des objets, par exemple, de la table d'exposition, ben, il faut savoir écrire, lire, etc. Voilà, des grands métiers où il faut se déplacer. Voilà. Et j'ai mis un lien aussi vers Traces de changement. Donc, il y a un dossier qui vient aussi de sortir sur les responsabilités en pays. Donc, moi, j'ai fait un petit article sur les responsabilités en maternelle, dans ma classe de maternelle à l'époque. Et en fait, tout ce dossier parle des métiers avec tous les niveaux aussi d'école. Donc, Traces de changement est une revue en ligne et en papier, mais que vous pouvez voir en ligne sur le site de Changement pour l'égalité de Belgique. Voilà, donc je vous ai mis le lien directement. Les ceintures de comportement, ça a été évoqué aussi dans le film. Donc, les ceintures permettent de différencier les statuts de façon explicite. Alors, on dit parfois, oh là là, mais est-ce que ça ne va pas stigmatiser, justement, par rapport à l'école inclusive et tout ça? Ben, en fait, ça va juste venir, au contraire, expliciter et favoriser l'acceptation plutôt que les choses soient non dites et de toute façon connues, en fait, de tous. Parce que dans une classe, tout le monde sait qu'un tel est plus en difficulté, qu'un tel est plus le bon élève, qu'un tel. Enfin bon, les enfants se donnent des étiquettes entre eux, ils le savent très bien. Donc là, au contraire, ça vient expliciter les choses comment dire, et donner les niveaux au regard de critères qui sont les mêmes pour tous, en fait, qui sont explicités. C'est une échelle pour grandir, disait Oury. Donc, l'enfant, au lieu qu'on lui dise sans arrêt, ben, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu fasses des progrès. Mais là, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il y a 3 critères qu'il doit être capable de tenir un certain temps pour passer la ceinture supplémentaire. Et grâce à ça, plus il grandit, plus il y a des exigences, il y a plus de critères, mais aussi plus de droits et plus de responsabilités. Du coup, on n'attend pas la même chose d'un petit que d'un grand. Et quand on est enseignant, le fait de savoir que tel élève, il a une petite ceinture, c'est comme si dans la classe, on avait, de toute façon, on a une classe hétérogène, mais c'est comme si on avait voilà, plein de niveaux différents, mais c'est explicité. Donc, on n'a plus les mêmes exigences, les mêmes attentes, et du coup, on s'agace moins, on va dire, d'un petit qui de toute façon n'est pas en capacité de faire comme un grand. Donc ça ne sert à rien de l'exiger ou de s'agacer pour ça, puisque de toute façon, voilà, il ne peut pas. Donc là, ça permet d'être au clair avec ce que chacun est en capacité de faire. Et puis eux aussi sont au clair avec ce qu'on attend d'eux. Et c'est adapté à leur capacité et ils savent comment progresser et grandir. Ce n'est pas le maître qui détermine ça, encore une fois, donc ça sort de cette dualité, c'est le conseil qui les attribue. Les ceintures d'apprentissage, pareil, ça permet d'avoir une échelle pour progresser, ça explicite les étapes, chacun peut progresser à son rythme de là où il en est. On sait qui peut aider dans quelle matière. On passe les tests quand on est prêt, au lieu d'être évalué tous de la même manière. Alors, évidemment, ça demande une certaine organisation au niveau du travail individuel, de l'entraînement individuel, puisqu'il faut que pour chaque niveau avec les compétences citées, il y ait des exercices dans la classe ou des outils appropriés pour pouvoir s'entraîner. C'est là que les outils autocorrectifs sont intéressants pour permettre un entraînement en autonomie, par exemple. Donc, pour le primaire, mais même pour des plus grands, il y a pas mal d'outils sur le site de l'ICEM, par exemple. En tout cas, voilà, ça permet cette différenciation pédagogique, de faire le lien avec le plan de travail individuel.
et de permettre aussi l'entraide et la coopération. Dans le film, il disait, Fernand Horry disait qu'il cherchait un moyen de les faire travailler ensemble malgré les niveaux différents pour éviter l'émiettement du travail individualisé. Ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on est un peu dans l'autre extrême aujourd'hui où on nous parle tout le temps d'individualisation. Et en fait, l'idée, c'est quand même de travailler le collectif aussi. Et c'est pas, enfin voilà, on est déjà dans une société suffisamment individualiste, mais c'est pas parce qu'on prend en compte la singularité que on va faire que de l'individualiser. Voilà, c'est d'arriver à faire la différence entre les deux. Alors j'ai mis aussi le lien avec la monnaie, pas trop abordé là, mais c'est aussi une institution de l'API qui est un peu particulière. C'est en général pas la première qu'on met en place, hein, mais donc qui permet de symboliser les échanges dans la classe. Elle est construite par la classe, elle est utilisée et valable que dans la classe, évidemment, que dans le groupe, et elle permet de faire échange, que ce soit pour récompenser, on va dire, enfin, en tout cas pour payer le travail ou les métiers, enfin tout ça c'est décidé en conseil, que pour payer des amendes. En fait, elle sert de sanction qui fait tiers, encore une fois, entre l'enseignant et l'élève et le groupe, et qui permet des échanges avec un marché organisé de façon régulière dans la classe. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Je vais vous lire une dernière monographie qui est le Zapbook d'Ardeleur. Voilà, je dépasse un petit peu, mais on n'est pas nombreux, donc on aura le temps des échanges. Dans le Zapbook, extrait d'invention d'un mot de passe. L'histoire qui suit, rédigée par Muriel Verroux, peut également éclairer cette invention d'un chemin, d'une voie praticable qui permet de se retrouver dans un monde habitable. Une classe de collège endormie depuis le début de l'année, une intervention de l'enseignante qui soudain va tout réveiller. Mardi matin, les 3e B pendant 2 heures. Comme d'habitude, ils arrivent tout endormis. Dans la rangée de gauche, 6 filles, les unes derrière les autres, 2 par 2. Au centre de la classe, Issa, Hakim et Slimane. Et dans la rangée de droite, le long de la fenêtre, un groupe serré, compact, de 10 garçons et d'une fille, Oumou. L'ambiance est lourde, les filles sont muettes, je ne connais quasiment pas le son de leur voix. Les garçons ne leur parlent jamais, sauf 2 ou 3 d'entre eux qui leur lancent régulièrement des insultes auxquelles elles ne répondent pas. À la fin de la première heure de cours, nous prenons une pause de 10 minutes dans la salle. Issa est gardien de l'heure. Je fais remarquer à la classe que cette ambiance de défiance généralisée est permanente mais pénible. Slimane s'énerve aussitôt. C'est vrai, mais ils ne parlent pas au conseil, ils n'osent rien dire, ils ont peur. Et voilà que cela fuse en désordre de partout en même temps. L'un s'exclame. Toi non plus, tu ne dis rien, tu es comme tout le monde, tu as peur aussi. Un autre ajoute. Moi, j'ai pas peur, moi, je m'en fous. J'entends aussi quelqu'un qui bougonne. Moi, de toute façon, je les baise tous. J'essaie de comprendre. De qui, de quoi a-t-on peur? Je saisis que certains craignent les représailles de mon collègue professeur principal s'il parle au conseil. J'entends aussi que plusieurs de leurs professeurs leur tiennent des propos blessants, humiliants. Des exemples précis sont évoqués sans citer de nom. Mais il y a aussi des élèves qui exercent des pressions sur leurs camarades de classe. La situation est bloquée, ça s'envenime, ça dégénère, le désordre s'installe, tous parlent en même temps. Slimane s'en prend vivement aux filles. Il leur reproche de ne pas oser se plaindre de ce que lui-même et d'autres leur font subir. Le reste de la classe en rajoute. Je ne contrôle plus rien, les 10 minutes de pause sont écoulées, personne n'écoute Issa qui le signale. C'est alors que, dans la confusion générale, Audrey, qui n'avait rien dit encore, fait remarquer qu'arrivé au conseil, on oubliait souvent ce qu'on voulait y dire et qu'il faudrait pouvoir écrire les idées pendant les 15 jours qui séparent les 2 heures de vie de classe. J'ai justement dans mon sac un cahier de brouillon vierge acheté la veille au soir pour en faire un carnet de voyage. Tant pis. Je le sors et propose que la classe puisse l'utiliser. C'est un livre à couverture verte sur laquelle est imprimé Zapbook. Je l'ai à peine tiré de mon sac que Slimane s'écrie. Zapbook! Ah oui, ça c'est bien Zapbook. C'est pour zapper quand ça ne va pas, pour s'en sortir. Le livre passe de main en main jusqu'à Oumou qui découvre le prix, encore inscrit sur la 4e de couverture. Elle remarque à voix haute. Vous l'avez payé 19 francs et vous nous le donnez? On n'a qu'à donner chacun 1 franc. C'était le franc. Personne ne riposte. Hakim enchaîne. On peut écrire dessus? J'acquiesce. Le silence est rétabli depuis que le livre circule.
Chacun le prend en main, le touche, le tourne et retourne, puis le passe à son voisin. C'est curieux. Antoine marmonne. Ça va être n'importe quoi, ils vont vanner. Quelqu'un rachérit. Oui, c'est vrai, il faut une règle pour le Zapbook. Slimane se lève, s'empare du livre et proclame fièrement. Moi, je vais écrire la règle sur la première page. Qu'est-ce que j'écris? Les choses se mettent en place toutes seules. Ils s'organisent, ils discutent de cette règle, même les filles participent, font des propositions qui sont reçues par le groupe. Je les invite à voter sur chaque proposition avant de l'adopter. Au bout d'un quart d'heure, Slimane a écrit soigneusement en lettres capitales avec des initiales rouges en début de paragraphe. 1. Élection d'un lecteur du Zapbook au début de chaque conseil. 2. Tous les élèves de 3e B peuvent écrire dans le Zapbook. 3. Les mots seront signés par leur auteur. 4. Les adultes ne peuvent pas écrire dans le Zapbook. 5. Ce qui est écrit ne pourra se dire que dans le conseil et sera soumis à la loi du secret. 6. Le Zapbook sera disponible à tous les cours de français. 7. Les insultes et les vannes sont interdites. 8. Il est interdit de réagir à un mot du Zapbook par la violence verbale ou physique. Il est décidé que je serai porteuse du Zapbook et qu'il sera à leur disposition à chaque cours de français. Il ne nous reste que 35 minutes de cours, mais elles se révèlent plus efficaces que la première heure, bien que le Zapbook circule discrètement dans les rangs. Hakim, le premier, y appose son tag sur une page entière. Il soigne sa calligraphie, l'orne, la décore, mais il prend aussi en note simultanément ce qui concerne le cours. Slimane fait ensuite de même. Il cède sans difficulté le livre à d'autres qui le demandent par un simple geste. Audrey écrit « Je trouve que certaines personnes devraient s'occuper de leurs affaires plutôt que de celles des autres. » Oumou note « On est une classe et on devrait se serrer les coudes. » Hakim et Hossein, qui sont très mal intégrés dans la classe, eux aussi écrivent. Alors, vu le timing, on ne va pas trop en parler, mais on pourra en parler si vous avez des questions après. C'est de terminer. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on voit aussi comment il y a des choses qui se créent. Enfin, là, on voit une institution qui se crée en direct avec la classe et comment la loi vient permettre la parole et que finalement, le problème, il venait aussi d'un problème d'organisation, qu'il n'y avait pas de moyens d'inscription et d'écrire pour le conseil, en fait. Et du coup, d'une fois sur l'autre, ça se perdait. Plus tout ce qu'il y avait autour, la peur, etc. Je vous ai mis là une fiche qui est une fiche d'aide au président ou la présidente du conseil. Alors, à droite, là, il y a les rubriques qui sont généralement en conseil. Et puis, les maîtres mots en pédagogie institutionnelle, voilà, sont des petites formules qui reviennent et qui permettent d'avoir un rôle ou de sécuriser la parole. Donc, par exemple, vous dites le conseil commence, je serai président ou présidente, qui est secrétaire, qui est gardien du temps. Je rappelle les règles, la loi, on écoute celui ou celle qui parle, on ne se moque pas, on ne répète pas, c'est la loi du secret, génère 3 fois, n'a plus la parole. Rappel du dernier conseil, on relit les décisions, donc on va dire au secrétaire de relire les décisions. Pour chaque rubrique annoncée, qui sont à l'ordre du jour, le président va dire tel enfant est inscrit, souhaite parler. Alors il peut y avoir un président, un donneur de parole et un gardien du temps, et un secrétaire, ou bien le président donne la parole aussi, ça dépend de l'organisation. Au cours des interventions, on va dire je donne la parole à qui a une question, une remarque, on passe, merci pour ton intervention, et à la fin, voilà, le conseil, on relit les décisions et le conseil est terminé. Même chose pour le quoi de neuf, c'est une fiche guide. Ne pas rester seul, donc je disais les groupes de pays, je vous ai mis ici le lien, je ne sais pas, par curiosité, enfin on ne sait jamais, le lien vers les principaux groupes de pédagogie institutionnelle, sachant que pour le CEPI, il y a plusieurs groupes dans les régions différentes, et puis il y a un site avec le réseau international de l'API qui a été construit notamment par des universitaires français, mais voilà, vous pouvez y trouver plein d'informations aussi. Et puis les 2 prochains stages de pédagogie institutionnelle,
Donc, début juillet, il y en a un organisé par le groupe charentais, comme chaque année, qui est du 7 au 12. Et puis, à Toulouse, nous organisons depuis quelque temps un stage de pré-rentrée qu'on dit fin août, voilà, qui permet de travailler sur la préparation de la rentrée, sur la pédagogie institutionnelle. Et il y a en général des gens de la maternelle au lycée. Lycée, quelquefois, quelques personnes de lycée pro, collège, et après, c'est une majorité primaire. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde en tout cas, et c'est gratuit sur inscription. Et j'ai mis ici une bibliographie indicative, enfin en tout cas, pareil. Alors le premier, Dubois Geffard a une pédagogie, et chez Minger, lui, il est sur l'enseignement supérieur, donc avec des expériences vraiment avec des étudiants, des grands. Et celui-ci, là, une pédagogie pour grandir, il est très récent aussi, et sur notamment sur le coin petit, le coin retrait, le coin, voilà, le côté exclusion, intégration. Et je vous remercie. C'est ça. Et ensuite, la demande, là, c'était de faire le lien avec la pédagogie institutionnelle comme vecteur, enfin, en quoi la pédagogie institutionnelle est favorable à l'école inclusive. Voilà, quels sont les apports, puisqu'en fait, elle prend en compte l'hétérogénéité. Il y a des outils qui permettent de donner une place à chacun, quel que soit son diagnostic, en fait, et son... Parce qu'à la limite... C'était inclusive au sens large de toutes les inclusions. On était vraiment... Bon, j'étais pas hors thème. Non, c'est pas complètement hors thème. Et puis, la pédagogie institutionnelle, elle a été beaucoup pratiquée dans le spécialisé aussi. On entend Fernand Henry qui, quand il présente sa classe, là, il était en classe de perfectionnement à l'époque. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, les classes de perfectionnement, mais voilà. Enfin, moi-même, je travaillais en DITEP, mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont en ULIS, qui font de l'API, en SECPA. Dans la question du handicap, oui, évidemment qu'elle est en lien avec l'école inclusive, mais c'est pas que la question du handicap, l'école inclusive. Okay. Il y a aussi des élèves allophones qui sont concernés. Enfin... Merci pour cette précision. Et puis à la limite, enfin, on en parlait il y a pas longtemps justement dans un groupe là, parce qu'il y a une collègue qui me disait oui, mais là cet enfant, moi je suis embêtée parce que ben, vous au moins les enseignants spécialisés, vous savez, c'est les élèves, s'ils ont un diagnostic, ils ont quelque chose. Moi là où je suis embêtée, c'est parce que cet enfant, je sais pas vraiment, tant qu'il n'a pas de diagnostic. Bon, et du coup on s'est posé cette question de enfin, voilà, on n'est pas... L'école, elle n'est pas là pour... Enfin, cette question du diagnostic, voilà, c'est une vraie question. Est-ce qu'elle est nécessaire à l'enseignant? Alors, évidemment, elle peut parfois éclairer, permettre de comprendre certains comportements. Mais si on prend du côté du sujet, bon, ben, on accueille l'élève tel qu'il est, quoi. Il a... Surtout qu'un diagnostic, en fait, ça veut rien dire en soi par rapport à ce que l'élève va montrer, parce que le même diagnostic peut avoir des manifestations différentes selon l'enfant. Donc, l'idée, c'est de prendre l'enfant là où il en est, même si on n'est pas très au clair avec son diagnostic ou son handicap précisément, peu importe, prendre de là où il en est pour lui permettre d'avoir sa place dans le groupe, de pouvoir apprendre et progresser de là où il en est. Donc, pour faire de la lecture, pour faire des mathématiques, pour faire, enfin voilà, pour participer au projet de la classe. Voilà, on va partir de là où il en est, de son statut, de ses ceintures, etc. Peu importe finalement le diagnostic qu'il a. Merci. Moi, je me disais que peut-être, enfin, je pense que pour la plupart des personnes présentes, vous œuvrez, voilà, dans les lycées, dans les lycées agricoles, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup questionné avec Catherine. On s'est dit, bah, comment vous alliez pouvoir
recevoir une intervention de ce type-là qui c'est vrai, voilà, est peut-être plus présente dans le primaire, bien qu'on voit bien hein, qu'il y a vraiment dans les exemples que vous donniez et puis dans le petit film, on voit hein, la présence d'adolescents et donc des niveaux plus du secondaire. Mais moi, j'ai envie de vous questionner. Vous voyez faire des choses au niveau de votre classe, voilà, avec ces dynamiques-là. Je sais que nous, on a des licences pro à Florac. On pratique pour une partie, pas complètement, un peu de pédagogie institutionnelle. On a la pratique du conseil, en tout cas. Voilà, pas complètement tout dans les règles de l'art, mais voilà. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez mettre des choses en place? Voilà, en sachant que c'est vrai que l'emploi du temps est beaucoup plus voilà, plus compliqué à gérer. Le temps est segmenté, donc c'est pas les mêmes dynamiques. Mais voilà, j'avais envie de vous dire comment vous voyez réinvestir des choses. Est-ce que ça vous parle ou pas? Justement, c'est le moment de peut-être questionner Stéphanie sur des freins que vous pouvez imaginer et vous dites, bah non, pour moi, c'est pas faisable. Pour aller dans le sens d'Oran, je me posais aussi la question en écoutant Stéphanie, de savoir qu'est-ce que ça veut dire pratiquer de la pédagogie institutionnelle en lycée en termes d'équipe. Par exemple, si on parle de ceinture de comportement, de droits et de devoirs d'élèves, comment ça peut fonctionner si d'un cours à l'autre, il n'y a pas de communication et de cohérence? Dans les conseils qu'on voit, on voit un enseignant, donc le maître qui a une vision globale des choses. Comment ça peut exister en lycée? Est-ce que c'est le prof principal? Est-ce que c'est le CPE? Enfin, voilà, je me posais toutes ces questions de mise en œuvre de ça dans un lycée où il n'y a pas forcément d'unité de lieu. Et puis ça peut se poser aussi comme question, où l'équipe a une vision chacune partielle d'une partie des choses. Voilà, je me posais toutes ces questions. Je ne sais pas si ces questions vous parlent à vous enseignants et à vous Stéphanie aussi. Après, peut-être pour favoriser les échanges, on peut aussi vous remettre par petits groupes, mais je ne sais pas si voilà, des fois il y a des personnes qui partent, qui sont moins, mais voilà, on peut aussi vous remettre par petits groupes pour que vous ayez le temps de discuter, même si c'est 5-10 minutes. Des fois, ça permet de rentrer dans ouais, ou peut-être d'écrire pendant 5 minutes ce que ça vous évoque. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça, qu'on prenne 10 minutes ou pas spécialement? Non, je vois Anne qui fait non. Les échanges sont plus faciles en petits groupes, mais là, on n'est pas un gros groupe. Oui, en fait, je suis venue parce que le sujet m'intéresse, étant donné que je m'occupe beaucoup, en fait, moi, des personnes avec du handicap dans le lycée. Enfin, je m'en occupe, les aménagements d'épreuves et beaucoup d'accueil, mais je suis infirmière scolaire. Donc, ça m'intéresse, si vous voulez savoir, parce que tout ce qui tourne autour m'intéresse, mais je suis spectatrice. Voilà, c'est plus pour ma culture et dans le domaine. Oui. Ouais, alors, par exemple, j'ai au sein du DITEP, enfin, en tant que, oui, aussi, on a plusieurs casquettes, mais en tant que éducatrice scolaire, enseignante sur le DITEP, j'ai aussi invité les enseignants qui reçoivent dans leur collège ou dans leur classe ou dans leur école des jeunes du DITEP ou qui ont des jeunes avec des difficultés comportementales à venir participer à des groupes d'échange de pratiques et d'analyse de pratiques. Et notamment, il y a une infirmière scolaire qui travaille dans un collège où il y a une SECPA.
Et donc, elle participe aux échanges aussi et a pu mettre en place des groupes de parole, par exemple, sur la SECPA, avec les jeunes, enfin voilà. Oui, je me doute. Mais c'est comme disait la dame, enfin, je ne sais plus quelle personne est intervenue tout à l'heure, il faut vraiment, toujours pareil, des groupes de travail, en fait, d'adultes, en fait. Hein. C'est vraiment. Autrement, c'est ponctuel comme ça dans son coin, difficile à mise en application, en tout cas dans un premier temps. Alors après, on peut se lancer seul, on peut démarrer. C'est vrai que c'est mieux si on a un groupe de pays à côté. Mais le groupe de pays, c'est pas forcément des gens avec qui on travaille au quotidien. Hein. C'est des gens qui sont aussi enseignants dans d'autres établissements, etc., enseignants ou autres. Mais ça permet en tout cas de réfléchir à ce qu'on met en pratique et voilà, de comprendre ce qui se passe et de ne pas faire n'importe quoi. Mais le fait d'être seul dans son établissement à démarrer, c'est pas forcément un obstacle et ça fait parfois aussi, il faut qu'il y en ait un qui démarre pour qu'il y en ait d'autres qui adhèrent et puis que voilà. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose quand mais c'est rare hein, qu'il y ait une école entière qui fonctionne dans le pays en fait. Hein. Globalement, ce sont des gens qui travaillent seuls. Hein. Même en collège et en lycée hein, et même à l'université, c'est pas forcément une équipe, c'est souvent des gens seuls. Mais là, dans le dernier texte, le Zabo, on voit que c'est la prof de français qui est prof principale qui met en place le conseil. Et les collègues peuvent même parfois faire obstacle parce qu'il y a des gens qui ça fait peur, mais comment ça, tu leur donnes la parole, ils vont dire n'importe quoi. Enfin, voilà, en fait, même si on met pas en place toutes les institutions, c'est aussi un positionnement éthique de dire on essaye de prendre en compte l'hétérogénéité, d'accueillir, d'être dans l'accueil en fait simplement de la singularité de chacun et de donner de l'importance à la parole et de permettre que chacun participe en fait. C'est aussi un apprentissage politique que de participer, d'instituer. Et puis il y a cette question de la loi en fait qui est très importante dans l'API. Dans notre époque, encore aujourd'hui, voilà, c'est le délitement quand même de l'intégration de la loi, des repères, des limites qui posent beaucoup de problèmes aux jeunes aujourd'hui, quoi. Au-delà de la question du handicap par rapport à l'école inclusive. Alors, le handicap, il y a plein de sortes de handicap aussi. C'est vrai que quand ça provoque des comportements qui viennent bousculer le cadre, qui viennent vraiment bousculer les adultes, faire violence, etc. On est un peu plus obligé de chercher des solutions que quand c'est un handicap qui va se manifester par un isolement, un repli sur soi, voilà, qui va moins déranger le fonctionnement, par exemple. Et je vais me permettre de déranger ma collègue Caroline qui est à côté de moi et de prendre la parole. Merci beaucoup pour l'intervention. Et on était quelques-unes à être au regroupement Reseda la semaine dernière qui portait sur l'accueil justement. Et je regardais ma collègue quand j'écoutais, je disais c'est chouette parce qu'on fait plein de liens. Et entre autres, je reprenais mes notes tout à l'heure, l'idée de s'approprier le lieu et que les jeunes s'approprient le lieu. Alors, moi, je pense on peut. Je ne sais pas si on est, tu vas nous dire, si on est obligé entre guillemets, mais est-ce qu'on est tenu de faire tout de A à Z ou après tout prendre des petites choses qui permettent de leur donner une réelle place dans l'institution scolaire en fait et s'approprier le lieu. Après tout, est-ce qu'on ne peut pas essayer de choper des idées? Bien sûr, bien sûr. Après, chacun est libre, voilà. Alors, il dit la pédagogie institutionnelle, c'est tout ce complexe, tout l'atomium, voilà. Mais évidemment qu'il est rare de démarrer en mettant tout en place d'un coup. Il y a des petites choses qui sont à prendre et puis chacun avec sa pratique. Enfin voilà. Oury disait aussi la pédagogie institutionnelle ou la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas. C'était une boutade pour dire aussi, c'est chacun qui va la construire et c'est de la créativité aussi avec le quotidien. En fait, ce qu'on met en place, ça vient d'un besoin. Donc, par exemple, il n'y a pas une liste, on ne va pas vous dire, en pays, il y a cette liste de responsabilités, de métiers qu'il faut mettre en place dans la classe. Non, parce que chaque classe va avoir des besoins différents. Pardon ? Oui, je te suis. Oui, tout à fait.
Ah, pardon, j'entendais quelqu'un parler. Attends, je coupe mon micro parce que je suis au CDI là et là. Ah oui, d'accord. Voilà, j'arrive. Oui, donc par exemple, pour les métiers, au conseil, les besoins vont apparaître en fonction de l'organisation et vont être proposés voilà, en fonction des besoins, quoi. Et quand il y a un problème, c'est souvent, on essaye de trouver une nouvelle organisation. Plutôt que de chercher le coupable, c'est quelle est l'organisation qui a provoqué ce problème et comment on peut réorganiser pour que ça fonctionne mieux. Je vois qu'il y a une remarque qui est liée à ça, de Alice. Je lis la question, vous voulez la dire? Vous préférez que je la lise? Donc, Alice demande quels seraient les éléments essentiels à mettre en place pour démarrer. Pardon, du coup, en lisant, j'ai pas écouté. Alice questionne sur, voilà, quels seraient les éléments essentiels à mettre en place pour démarrer. Mettre en place pour démarrer, bon, le conseil est quand même le cœur voilà, du fonctionnement. Mais encore une fois, pour que le conseil ne tourne pas à vide et ne devienne pas un tribunal, par exemple, il faut qu'il y ait des choses à organiser et des choses à discuter et des choses à régler. Donc, avec le conseil, il faut qu'il y ait... mais bon, vous avez déjà dans la classe des projets à réaliser, du travail, des choses qui sont collectives. Alors, c'est peut-être après comment faire en sorte que les enfants travaillent ensemble et pas de manière que individuelle. Et puis, du coup, ça oblige à s'organiser un minimum. Voilà. Les responsabilités, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place parce que dans la classe, on peut déléguer. Après, ça veut dire aussi que l'enseignant, il accepte de lâcher. Au début, ça fait un peu peur parce que c'est partager le pouvoir et que l'enseignant, souvent, il a tout le pouvoir sur le groupe, il décide de tout, mais il porte tout, il supporte tout aussi. Et en fait, le fait de partager le pouvoir, voilà, il y a des choses à perdre et des choses à gagner. Mais en tout cas, les métiers sont quelque chose de assez facile à mettre en place. Par exemple, les métiers, le conseil, ça permet déjà d'avoir des choses à discuter au niveau du conseil qui sont toutes simples puisque c'est la distribution des métiers, enfin voilà, ce que chaque responsable a besoin de dire aux autres et voilà comment ça s'organise. Donc ça fait déjà du contenu. Et puis ensuite, il y a les critiques et les félicitations. Ne vous inquiétez pas, il y aura des choses à dire. Le quoi de neuf est quelque chose d'assez simple aussi à mettre en place. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être 10 minutes tous les matins. Alors pareil aussi, parfois, il faut un petit peu de patience pour que c'est pas du jour au lendemain, on va mettre quelque chose en place, que ça va fonctionner comme par magie. Parce qu'il faut qu'ils testent, qu'ils testent si vraiment ils peuvent parler. Il faut qu'ils se sentent en sécurité pour parler. Donc peut-être au début, ça va pas beaucoup parler et voilà, il faut du temps pour que ça prenne. Me poser la question justement sur ces moments-là de conseil ou de quoi de neuf, la place que peuvent prendre les CPE, par exemple, à ce moment-là, qui sont là les lundis pour accueillir les jeunes. Tout à l'heure, on parlait des infirmières qui reçoivent, qui accueillent beaucoup, qui reçoivent aussi beaucoup les impressions, les difficultés, les conflits, le stress, etc. Donc, les élèves s'adressent à des personnes différentes. Et comment tout ça, ça peut à un moment dans le conseil prendre corps? S'il y a 5 adultes dans un conseil, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Alors, en classe primaire, maternelle, on est plusieurs adultes, donc on a l'habitude d'être à plusieurs, parce qu'en maternelle, il y a les ATSEM qu'on appelle, donc les agents territoriaux qui aident, et puis il y a souvent des AESH dans les classes. Donc au conseil, on est plusieurs adultes. Et en fait, on est un groupe qui vivons ensemble, qui partageons du temps ensemble, qui partageons un espace, qui partageons des objectifs, etc. Donc, on partage ensemble avec adultes compris.
Après, ben, aux adultes de comprendre le fonctionnement, enfin d'être en accord sur ce fonctionnement-là, de lever la main pour prendre la parole, enfin de se soumettre à la loi, pareil, etc., quoi. Je relaye la question de Marielle. Classe flexible et pédagogie institutionnelle peuvent être réfléchies simultanément, point d'interrogation. Oui, 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 effectivement, parce que j'ai pensé, en fait, là, dans la pédagogie institutionnelle, on n'a pas développé tout ce qui est aménagement de l'espace, le plan de travail individuel et tout ça, mais c'est tout à fait compatible. Enfin, c'est déjà, alors, c'est sans acheter du matériel particulier et tout ça, mais la classe est aménagée effectivement un peu comme une classe flexible, c'est-à-dire que les élèves vont être par équipe, à des moments vont être en individuel, en plein de travail, donc ils vont se lever, aller à d'autres endroits pour prendre du matériel. Oui, il faut accepter qu'ils ne soient pas tout le temps assis à leur place sans bouger, etc. C'est un peu la ruche parce qu'il y en a qui vont travailler sur un domaine, d'autres sur un autre domaine. L'enseignant, il va pouvoir être libéré, être un petit groupe à aider ceux qui sont en difficulté sur autre chose. Voilà, d'autres qui vont être en tutorat, d'autres qui vont sortir pour faire. Enfin bon, effectivement, l'enfant qui bouge un peu, ben, ça le met moins en difficulté, quoi. Il ne ressort pas comme ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, je vois qu'il y a une remarque là par rapport reste à trouver les clés pour l'initier dans une classe de formation d'apprentis. Effectivement, il y a une collègue qui avait participé au stage à Toulouse et qui était en Ariège sur une classe. Attendez, parce que je connais pas très très bien le secondaire, mais c'était des jeunes qui apprenaient des métiers qui étaient en CAP sur des métiers de bouche, restauration, ce genre de choses. Voilà. Et donc, effectivement, ben, il y avait, elle avait trouvé comment mettre en place des responsabilités, quand il fallait arriver à l'atelier, je sais pas, il fallait préparer du matériel, ouvrir l'électricité, enfin, il y avait certaines choses à faire. Au lieu qu'elle fasse tout, ben, du coup, les jeunes pouvaient avoir des responsabilités par rapport à ça. Ensuite, elle avait fait des ceintures avec les compétences à acquérir. Mais de toute façon, vous avez des référentiels qui fonctionnent par compétences aussi, donc c'est assez simple à découper, voilà. Et avec des gestes professionnels aussi, ça c'est assez simple à faire. Et du coup, c'est donné, c'est partagé avec les élèves de manière très explicite. Voilà. Et après, il y a aussi la discussion, le bilan qui peut être individuel pour dire, bon, ben là, t'en es où, comment tu peux progresser, qu'est-ce que l'on fait. Voilà. Mais oui, après, c'est chaque enseignant qui va trouver l'organisation dans son contexte de travail et adapter les institutions au groupe et aux besoins de l'organisation. Mais c'est sûr que c'est pas, il n'y a pas de boîte à outils, il n'y a pas d'outils clés en main. Je vais pas vous dire, ben hop, voilà, faut faire ça et c'est l'API. Voilà, c'est déjà une éthique, un positionnement, et puis ensuite c'est un engagement dans un travail. On met des choses en place petit à petit, où on se trompe, on essaye et on essaye de comprendre ce qui se passe, d'améliorer. Alors effectivement, il y a la question du temps aussi, de la perte de temps. Comme on voyait dans le dernier, là, le Zabouk, ben oui, il reste que 35 minutes de cours parce qu'on a passé trop de temps à discuter. Mais parfois, effectivement, cette perte de temps, entre guillemets, elle fait gagner énormément de temps parce qu'après, le groupe est vraiment disposé à avancer et il avance 3 fois plus vite. Donc, c'est pas... Voilà. Et c'est pareil au niveau professionnel. Enfin, au niveau des professionnels, c'est vrai, c'est un peu fou de dire, ben oui, je vais me former pendant les vacances scolaires, je vais à un groupe d'analyse le soir. Voilà, est-ce qu'on n'a pas déjà assez de boulot? Mais finalement, ce temps qui est pris
qui peut paraître être du temps perdu ou du temps, voilà, c'est du temps de gagner parce que du coup, la préparation de la classe, elle prend moins de temps, le temps, enfin, comment dire, ce qui est déposé dans le groupe et tout ce qui est fait dans l'analyse de pratique, etc., c'est du temps gagné pour le travail du quotidien et pour ce que ça peut aussi générer de difficultés ou de souffrances, ou voilà, en fait, on a juste un endroit pour le travailler, le déposer, donc ça ne vient pas empiéter sur la vie personnelle, par exemple. Enfin, voilà, il y a d'autres bénéfices, d'autres avantages, je sais pas. Dans l'enseignement agricole, on parle beaucoup de compétences psychosociales maintenant. Et enfin, en vous écoutant, je faisais des liens sur la construction de ces compétences psychosociales et la pédagogie institutionnelle. Je ne sais pas si c'est... Oui, tout à fait. Mais ça aussi, ça fait encore partie de toutes ces injonctions paradoxales, quoi, où on doit développer l'empathie. Aujourd'hui aussi, enfin récemment, là, je parlais d'empathie, de compétences psychosociales, etc. Et en même temps, tout doit être individualisé au maximum. Donc, je ne sais pas comment on développe des compétences psychosociales individuellement, quoi. Si on n'est pas dans un travail participatif et de groupe coopératif. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas une leçon. Je ne sais pas comment on peut intégrer la loi, intégrer les compétences psychosociales aussi et de relationnel par une leçon écrite, quoi. C'est en le vivant, en fait, qu'on peut l'apprendre. Enfin, il me semble, de mon point de vue. En tout cas, l'école est un lieu qui devrait être privilégié et sécurisé pour apprendre ça. Pour apprendre à travailler en équipe. Enfin, après, quand ils vont sortir, enfin, et pour vos élèves qui sont en plus dans du pré-professionnel, etc., ils vont très rapidement se retrouver dans une équipe de travail. Donc, ce sont quand même des compétences d'être capable de parler en réunion, de diriger une réunion, de prendre un secrétariat. Enfin, ne serait-ce que ça, ce qui peut se jouer, d'être capable de dire à quelqu'un qu'on n'a pas apprécié quelque chose qu'il nous a dit ou qu'il a fait, ou qu'on est en difficulté sur tel moment, etc. D'être capable de le dire en réunion à quelqu'un en face sans s'énerver et d'être capable d'entendre la réponse, etc. Ou d'être capable de présenter des excuses parce qu'on vient d'être critiqué et de pas péter un plomb et partir parce qu'on vient d'être critiqué. Tout ça aussi, c'est des choses qui sont quand même, je trouve intéressantes à vivre et à travailler dans un milieu protégé qu'est l'école, parce qu'ensuite, c'est des choses qui devraient être capables de vivre et de faire dans le milieu du travail aussi. Je vois qu'il y a Alice qui a levé la main. Vous voulez... Du coup, ouais, super. Oui, excusez-moi, c'est vrai que tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde autour de moi. C'est pour ça que j'ai plutôt utilisé le chat. On a Et c'était compris. effectivement déjà pour vous remercier parce que je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Parce que moi, j'arrive dans ce milieu-là et avant, j'étais directrice en fait d'une structure avec 70 collaborateurs. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de repères qui ont été en fait expliqués, qui peuvent être utilisés aussi aujourd'hui dans les fonctionnements d'entreprise. Et je pense qu'il y a aussi, je vois pour ça que je suis directrice adjointe en charge du fonctionnement, donc je ne suis pas du tout, moi, dans l'approche, pour l'instant, de la formation en tant que telle, mais je perçois effectivement les collègues formateurs un peu désarmés et j'aperçois des clés là qui pourraient en tout cas leur redonner cette perspective dans leur métier et qu'ils le vivent dans leur quotidien, en fait, de vie interne. Bon, ça, après, voilà, je pense qu'il y a cette question, effectivement, de la loi, c'est... quelle est la charte qu'on peut avoir en interne, comment on peut faire le lien avec aussi le règlement intérieur pour les apprentis. Parce qu'en fait, finalement, les éléments de loi, ils existent, mais en fait, ils sont perçus comme coercitifs ou pas du tout valorisés. Et voilà, je pense qu'il y a à distiller pour ne pas faire peur, parce que je vois que quand on peut parler de ça aussi avec certains formateurs, ça leur fait peur de prendre des initiatives tout seuls. Voilà, je les sens assez isolés par rapport au fait que ils doivent travailler en équipe et des apprentis sont pas toujours là. Enfin, il y a d'autres sujets autour de ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que
il faut aussi qu'ils le vivent dans leur métier de formateur pour avoir envie après d'oser le faire peut-être avec leurs apprenants, quoi. Tout à fait. Mais par rapport aux apprentis, par exemple, il y a une recherche qui a été faite à l'Université de Toulouse sur justement pourquoi certains apprentis qui vont en stage décrochent. Alors, apparemment, il y a un taux de décrochage assez important, de ce que j'ai compris, sur les stages d'apprentissage. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est beaucoup le lien avec je ne sais pas comment on appelle, le responsable du stage, ou le patron, ou le tuteur. Oui, patron, ils sont salariés, donc c'est leur patron. Voilà. Et donc, ce lien est très, très important dans la viabilité du stage, voilà. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait autour de ça et comment, justement, encore une fois, avec des groupes de parole, en fait, les jeunes peuvent se regrouper, au moins des regroupements, en tout cas, peuvent avoir des espaces de parole en groupe où ils vont pouvoir parler de ça, parler de leur relation avec le patron, s'ils se sentent, voilà, comme elle disait dans le film, comme des esclaves, enfin, etc. Mais en tout cas, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir ensuite faire du retour, enfin voilà, d'ajuster cette relation-là, en fait, ça avait un impact assez positif. Donc, c'est Madame Capdoudiel qui travaille là-dessus avec son équipe et d'autres. Mais oui, en tout cas, il y a des éléments, en tout cas, bon, après, voilà, je ne suis pas là pour vous vendre de la pille, entre guillemets, hein, c'est juste faire découvrir, voilà, c'est une piste, voilà, comme plein d'autres qui existent sur les épisodes Seven faire découvrir cette pédagogie, mais effectivement, il y a certainement des fils à tirer, des petites idées à prendre au niveau des apprentis aussi, tout ce côté voilà, professionnel qui est intéressant. Et puis en fait, c'est juste voilà, cette position de s'adresser au sujet, qu'il soit handicapé ou pas, enfin que l'élève soit en situation de handicap ou pas, en inclusion ou pas, le sujet, lui, n'est pas handicapé, entre guillemets. Donc voilà, de prendre chacun comme il est là où il en est et de lui donner une place, en fait, de permettre, en fait, on veut tout ça, enfin, chacun veut juste exister, être respecté, avoir une place singulière dans le groupe. Et donc, voilà, prendre en compte la parole et permettre la participation au groupe. C'est ça, en fait, la base, quoi. Et tout ça pour avoir les meilleures conditions pour apprendre aussi, puisqu'on est là pour ça. Voilà. Donc, il y a des outils proposés, mais après, ça s'invente aussi au fur et à mesure au travers des institutions qui le permettent, quoi, d'inventer un groupe, une organisation. Merci en tout cas pour ces résonances et puis effectivement comment chacun on le perçoit et on peut s'imaginer l'intégrer et voilà, ça c'est vraiment important. Je vois qu'il est déjà presque 18h finalement, voilà, on s'était dit que peut-être on allait finir plus tôt, mais non, on a pris le temps et tant mieux. Juste pour dire, Stéphanie, que j'ai votre diaporama et que je vais le mettre en ligne. C'est OK ou peut-être voilà. Donc, je vais mettre le diaporama en ligne sur le site des épisodes Sevenol et bien sûr, on va monter le replay et comme d'habitude, tout sera disponible sur le site, voilà, comme à chaque fois. Est-ce que, Catherine, avant que je donne le mot de la fin, est-ce que tu voulais dire quelque chose aussi? Non, juste remercier Stéphanie et remercier tout le monde pour son écoute et sa participation. Et j'espère qu'on va pouvoir réfléchir ensemble à trouver quelques petites graines à planter à partir de ce que vous nous avez dit, Stéphanie.